Lundi 20 juin 2022, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal version française. Je vous remercie également de nous retrouver sur Viva pour vous informer. Tout de suite, concernant les actualités de ce 20 juin, les sujets pour l'examen officiel du CEPE sont tous déjà disponibles au niveau de chaque centre d'examen. Selon le ministre de l'Éducation nationale, que ce soit les parents ou les candidats, tous se préparent actuellement pour l'examen de demain. La plupart des candidats sont venus ce jour à leur centre d'examen pour être au fait de la salle où ils devront passer ce grand jour. Interrogés par nos journalistes, ces derniers affirment être totalement prêts pour l'examen de demain. Reportage sur les images de Yves Janel. La plupart des candidats avec leurs parents ont pour ce jour programmé de venir au niveau de leur centre d'examen pour connaître la salle et leur place lors de l'examen de demain. Un moyen afin d'éviter d'éventuels stress, selon les parents interviewés par nos journalistes ce jour. Ces derniers, avec leurs enfants, sont en pleine préparation de cet examen. Certains se sont même mis en congé ou en permission pour pouvoir accompagner leurs enfants dans cette étape importante de leur vie. Les candidats ont passé la semaine dernière à réviser intensivement. Les problèmes et le français sont les matières qu'ils craignent le plus. Mais ces derniers affirment être totalement prêts pour l'examen officiel de demain. Les sujets d'examen sont actuellement arrivés au niveau de chaque centre d'examen, selon les explications du ministre de l'Éducation nationale. Cette dernière travaille étroitement avec les responsables de la sécurité publique pour garantir la sécurité au niveau de chaque centre d'examen. Les dons en provenance de diverses associations figurent parmi les moyens de préparation aux examens pour les enfants issus de familles défavorisées, une manière de les motiver face aux examens. Aujourd'hui, l'association Nirein sous la houlette de la députée de Madagascar, N. Rafanmenatsu, dit Anya, a octroyé des goûters aux 800 enfants qui passeront l'examen du CEPE pour demain. Par ailleurs, les 3 meilleurs élèves des 19 EPP du 3e arrondissement bénéficieront de vacances aux frais de l'association. Un reportage de Nate Rakutuma Winzara Ranjiansu. La majorité des élèves des écoles primaires publiques ont des parents qui font face à des difficultés financières. En général, ils n'ont pas les moyens de préparer matériellement ou financièrement leurs enfants qui vont passer les examens. Ainsi, les dons en provenance de diverses associations et des personnes de bonne volonté sont très attendus pour ces élèves car elles leur permettent de bien se préparer aux examens, ce qui aura un impact positif dans les résultats d'examen, selon sa directrice de l'EPP à Varadou. De tels dons sont les bienvenus. Cela fait 3 ans que la députée octroie des aides aux élèves qui passent les examens de CEPE, ce qui a contribué à améliorer chaque année les résultats aux examens officiels. Par ailleurs, la députée soutient aussi les élèves durant toute l'année scolaire en leur donnant des compléments alimentaires. À cet effet, en tant que marraine des écoles primaires publiques du 3e arrondissement, la députée de Madagascar, N. Rafanmenatsu ou Anya, a octroyé à travers son association Nirein des aides aux enfants pour les aider à bien se préparer aux examens de demain. Des goûters ont été remis aux 800 enfants issus de 13 EPP et qui vont passer l'examen. Elle a également affirmé que les 3 meilleurs élèves de chaque EPP du 3e arrondissement bénéficieront de vacances à full pointe, tandis que les 10 meilleurs élèves recevront des cadeaux. C'est un moyen, selon cet élu, de motiver les élèves. Pour cette EPP d'Avaradou où a eu lieu la première visite, 150 élèves vont passer le CEPE demain. Nous devons respecter strictement les mesures sanitaires pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19 selon le ministre de la Santé publique. Ce dernier souligne également que nous sommes actuellement en pleine période de grippe, d'où la nécessité de rejoindre directement les centres médicaux en cas de symptômes, mais aussi de renforcer son système immunitaire. Le ministre de la Santé publique sensibilise également à la consommation de CVO et de CVO+, dans ce sens. Le président du Sénat de Madagascar, Herman Arazafmaïf, et le sénateur de Madagascar, Mino Avizar, participent à la conférence parlementaire mondiale intitulée « Les parlements et les pactes mondiaux sur les migrations et les réfugiés », jeter les bases d'une coopération internationale plus solide et d'une mise en œuvre renforcée à l'échelle nationale qui se déroule les 20 et 21 juin 2022 à Istanbul en Turquie. Conférence organisée conjointement par l'Union interparlementaire et la Grande Assemblée nationale de Turquie. Ce jour, le président du Sénat malagasy a été l'orateur principal à la session 2 de la conférence parlementaire sur la migration et sur les réfugiés. Le thème « Solutions durables aux migrations forcées » s'attaquer aux causes profondes dans les pays d'origine. Écoutons le président du Sénat de Madagascar. La guerre en Ukraine
entraînera inévitablement une crise socio-économique mondiale touchant toutes les populations de la planète, ce qui accentuera davantage les flux migratoires. Cette situation appelle à une plus grande solidarité mondiale face aux problèmes liés à la migration massive. Une solidarité internationale permettra de réguler les impacts de la crise. De même, le dérèglement climatique touche également la planète tout entière et entraîne d'importants flux migratoires. Ces situations graves de notre monde nous interpellent et, en tant que parlementaires, et nous poussent à renforcer nos engagements. Alors que durant cette deuxième session, les discussions seront axées sur les solutions durables aux migrations forcées, notre rôle de parlementaire nous amène à orienter les actions afin que la gouvernance des migrations soit placée au cœur des initiatives nationales, régionales et internationales. Et sur un tout autre sujet, à présent, deux projets financés à l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement ou BEI ont pour objet la réhabilitation des routes nationales numéro 13, 6, 12A et 9. Le montant des financements s'élève à environ 500 millions d'euros. Le groupe de la Banque africaine de développement, quant à lui, a investi 655 millions d'euros pour 18 projets dans les secteurs de l'agriculture, des infrastructures de l'énergie et du transport à Madagascar. Toujours un reportage de Natera Koutoumav. Le projet de modernisation du réseau routier de Madagascar mis en place par l'Union européenne et Madagascar comprend la réhabilitation de la route nationale 13 reliant Mbuvumbe et Tolanyar et une partie de la route nationale numéro 9 avec un total de 348 km. Le financement de ce projet s'élève à 235,5 millions d'euros à travers la Banque européenne d'investissement ou BEI. 116 millions d'euros ont été octroyés par la Commission européenne sous forme de subventions. 614,7 millions d'euros sont des dons et de prêts financés par la BEI. Le financement de l'État malagasy s'élève à 4,8 millions d'euros. Le projet PACFC, ou projet d'aménagement des corridors et de facilitation du commerce phase 1, toujours financé par l'Union européenne, porte sur la réhabilitation de la route nationale numéro 12A reliant Tolanyar à Ebabk et la route nationale 9 reliant Analamisimp à Minsk, soit un total de 240,9 km. Le budget de ce projet s'élève à 183 millions d'euros, dont 39 millions d'euros viennent de la Commission européenne et 78,9 millions d'euros des dons et prêts venant du groupe de la Banque africaine de développement et d'autres partenaires. Un financement de 47 millions d'euros a été aussi alloué par l'Union européenne pour la réhabilitation des routes détruites par les catastrophes naturelles. Rappelant qu'une partie de la route nationale 12A et RN5 a déjà été réhabilitée dans le cadre du 10e fête et du projet IMO avec un financement de 50 millions d'euros. Le FMFP, ou Fonds malgache de formation professionnelle, et la société QMM Rio Tinto collaboreront dorénavant dans le cadre d'un projet pour un développement intégré dans la région Anossi. Il s'agit d'un projet qui vise à soutenir la compétitivité des entreprises locales à travers la professionnalisation des emplois et les initiatives entrepreneuriales intégrées dans la région Anossi. La convention y afférente vient d'être signée ce jour. Selon les statistiques, 30% des entreprises implantées dans la région Anossi exercent dans le formel et assument leurs obligations sociales. Il n'est plus à démontrer que la région a de fortes potentialités, mais est non préparée à l'exploitation. L'absence de la culture de formation, surtout dans le secteur privé, est l'une des raisons avancées par le Fonds malgache de formation professionnelle, ou FMFP, d'où la naissance de cette convention qui répond donc à un objectif commun d'opérer un développement stratégique, solidaire et efficace de la formation professionnelle des salariés en entreprise, ainsi que des populations en demande d'insertion et de réinsertion dans le monde du travail. Les bénéficiaires de la formation seront capables d'optimiser la qualité de service et la productivité dans leur travail. Ce partenariat entre le FMFP et QMM Rio Tinto durera 2 ans et s'élève à $500 000 ou 1,8 milliard d'ariars pour sa réalisation. Plus de 200 jeunes bénéficieront d'une qualification professionnelle dans des métiers liés à l'industrie, des métiers verts et à l'économie bleue, ainsi que dans des métiers de digitalisation.
Aussi, au moins 80% des entreprises développeront les compétences de leurs employés sur le cœur de leur métier et sur le fonctionnement des supports. Une conférence de haut niveau s'est tenue ce jour à Umbrudwoon. Cet événement parrainé par l'Agence des États-Unis pour le développement international et à laquelle ont participé quelques membres du gouvernement de Madagascar ainsi que des donateurs internationaux a examiné la nature du dividende démographique ainsi que les défis et les possibilités de les poursuivre. Parmi les engagements pris lors de la conférence, les ministres du gouvernement de Madagascar se sont engagés à intégrer les activités décrites dans la feuille de route de dividendes du pays dans les plans de travail annuels de leurs institutions. Toujours un reportage de Mervo Latsfer. Une dividende démographique est une croissance économique tirée des changements dans la structure d'âge d'une population, principalement lorsque la part de la population en âge de travailler qu'un pays supporte est plus importante que la part des citoyens dont l'âge ne leur permet pas encore ou plus de travailler. Alors que l'importante population jeune de Madagascar augmente et que son taux de natalité ralentit, le pays a l'occasion de faire des investissements clés dans des domaines tels que la santé, l'éducation, l'emploi et la gouvernance qui peuvent lui permettre de suivre le chemin de développement de beaucoup de ses voisins asiatiques à l'Est et d'émerger comme un pays à revenus moyens. En 2020, le gouvernement malgache s'est engagé à prendre de nouvelles mesures en donnant la priorité aux dividendes comme moyen de réduire les inégalités et la pauvreté, de surmonter l'insécurité alimentaire et d'améliorer les conditions de vie dans tout le pays. En tant que principal pays donateur dans le secteur de la santé à Madagascar, le gouvernement américain a fourni en 2021 85,5 millions de dollars pour financer les projets de santé de l'USAID dans le pays. Ces projets permettent de réduire la mortalité maternelle et infantile à Madagascar, de fournir un accès à l'eau potable et à l'assainissement, de protéger les communautés de paludisme, d'améliorer l'accès au planning familial, d'assurer une chaîne d'approvisionnement fiable en fourniture de soins de santé et en médicaments vitaux, et de renforcer la politique nationale de santé communautaire du pays. Le Vélrin, fête aux commerçants des 67 hectares, est désormais réalisé. En effet, le marché du Koum a été inauguré ce jour. Ce tout nouveau marché, qui peut accueillir plus de 2200 commerçants, n'a pas connu de réhabilitation depuis maintenant 20 ans, d'après ce reportage de Cécile Sylvain sur les images de Secha Angianab. Le marché du Koum, aux 67 hectares, se présente désormais sous un tout nouveau visage. Un marché Manara Pinch de 14 000 m² qui peut accueillir plus de 2200 commerçants avec ses étages. Les commerçants qui occupaient les lieux auparavant seront priorisés. Par ailleurs, l'extérieur ne sera désormais plus un marché, car que ce soit les commerçants d'art, malagasy ou les vendeurs de meubles, tous seront abrités au sein du marché du Koum. Les travaux de réhabilitation ont duré 8 mois. Le premier arrondissement se chargera de l'entretien afin de pérenniser l'infrastructure. La réalisation de ce projet représente la concrétisation du Vélran Nyariv, la considération des commerçants, la mise à leur disposition d'une infrastructure favorable et respectueuse de leur activité, mais également l'embellissement de la ville d'Antananarive. Le maire de la commune urbaine d'Antananarive a également démenti les rumeurs selon lesquelles les marchés d'Antananarive seront privatisés. Et concernant les actualités internationales, à présent, Emmanuel Macron n'aura pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. La coalition Ensemble n'a obtenu que 245 sièges sur 577. L'alliance de gauche, la NUP, est parvenue à devenir la première force d'opposition avec 131 sièges. Ce second tour des élections législatives est également marqué par une percée historique du Rassemblement national qui, avec 89 députés élus, va pouvoir constituer un groupe parlementaire. France 24. Faire passer des lois à l'Assemblée. La majorité est prise en étau, avec d'un côté la NUP et de l'autre le Rassemblement national. Deux groupes d'opposition contestataires. Avec ce paysage politique totalement fragmenté, les débats sur les bancs de l'Assemblée nationale s'annoncent houleux. La porte-parole du gouvernement reconnaît que la situation risque d'être compliquée. Ma hantise, c'est que ce pays soit bloqué. C'est ma seule hantise. On nous trouvera toujours pour essayer d'embarquer avec nous, de convaincre surtout les modérés qui sont aussi présents dans ce Parlement, peu nombreux, mais de nous suivre.
Ce sera donc compliqué, il va falloir de l'imagination, de l'audace. La majorité espère que le compromis vienne notamment de la droite. Tous les regards se tournent vers les députés LR. Accord au cas par cas ou de gouvernement, la question divise déjà les ténors de la droite. Je ne crois pas qu'on puisse être la roue de secours d'un macronisme en déroute. Voilà. Ce macronisme, il a conduit le pays à l'échec. Nous sommes, nous, LR, en situation de prendre nos responsabilités. Je le répète, non pas pour servir de béquille, certainement pas, non pas pour des ralliements individuels, mais pour exiger un pacte de gouvernement qui soit extrêmement clair sur nos idées. Combien de LR, voire de socialistes, pourraient, en fonction des textes, apporter leur soutien à Emmanuel Macron? Le compromis deviendrait la règle. C'est une nouvelle page de la vie politique française qui s'ouvre. Et alors que les armées russes et ukrainiennes sont engagées dans des féroces combats de rue à Severodonetsk, Volodymyr Zelensky a annoncé que Moscou a cumulé des forces en direction de Kharkiv, dont le village alentour et les habitants tentent de fuir. Toujours un reportage de France 24. Fuir Lysychansk à la faveur d'une accalmie. Beaucoup sont déjà partis, mais avec les dernières nouvelles de Severodonetsk, les candidats au départ se pressent à ce point de ralliement. Aujourd'hui, peu importe la destination. Nous allons à Dnipro, à Pavlograd, où qu'il nous amène. Vous voyez ce qui se passe ici? Un missile est tombé dans mon jardin, tout a été détruit, tout est tombé en morceaux. Chacun redoute la chute de Severodonetsk à quelques kilomètres d'ici. Les Russes pourraient alors encercler Lysychansk. Les autorités ukrainiennes tentent tant bien que mal de poursuivre les évacuations. Ce n'est pas une énorme évacuation en une seule fois. Nous revenons chercher les gens au fur et à mesure que la situation s'aggrave. Une partie du problème est de rassembler les gens de toute la ville en un seul endroit. Difficile d'exfiltrer les derniers civils dans cette localité où chacun tente d'échapper au bombardement quotidien. Natalia nous emmène dans cette cave où elle vit depuis bientôt 4 mois, une obscurité quasi totale. Assise sur son lit, il y a Galina, sa voisine, qui n'ose plus sortir, des habitants terrorisés. D'abord, la guerre doit s'arrêter. Après, on verra si on part ou pas. Là, c'est impossible d'y penser. Quand il y a des bombardements comme ça tout le temps, aucune solution ne nous vient à l'esprit. Un danger omniprésent dans la région. Ici à Bakhmout, à 50 km de Lysychansk, un jour de marché presque ordinaire, mais où l'on se presse car de nombreux magasins ont baissé le rideau. Mais là encore, la guerre se rapproche. Et selon le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, la Russie commet un véritable crime de guerre alors que le blocage des exportations de céréales ukrainiennes se poursuit. Reportage. Depuis plusieurs semaines, Lysychansk est pilonné sans relâche par l'armée russe. Et les civils tentent chaque jour d'évacuer la ville par petits groupes. Les roquettes ont explosé derrière chez moi, les maisons se sont effondrées, ils sont en train de nous tuer, c'est assez, nous partons. Les combats font rage juste à la sortie de la ville. Difficile de savoir où mettre les civils à l'abri. Les gens sont nerveux, c'est compréhensible. Ils s'inquiètent de la route à suivre pour sortir d'ici. Nous essayons constamment de les rassurer, quel que soit l'endroit où nous les emmenons. Ce sera mieux qu'ici. Les troupes ukrainiennes affirment avoir repoussé des attaques russes ce dimanche autour de Severodonetsk, situé à quelques kilomètres de là. Mais à Moscou, le discours est bien différent. L'offensive contre Severodonetsk se déroule avec succès. Des unités de la milice populaire de Louhansk, soutenues par l'armée russe, ont libéré la localité de Metolkin. Les forces russes concentrent leur offensive sur l'Est, mais aussi sur le sud de l'Ukraine. Nous ne donnerons le sud à personne. J'ai vu les rapports sur les pertes que la région subit à cause des frappes russes. Ce sont des pertes très importantes. Volodymyr Zelensky affirme que l'armée ukrainienne tient bon et qu'elle combattra jusqu'au bout, alors que l'OTAN estime que le conflit pourrait durer encore plusieurs années. Et c'est également avec ce reportage que nous fermons le journal d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité et passez une excellente soirée sur Viva.